Bonjour et bienvenue dans votre veille hebdomadaire de pelvie-périnéologie du 15 novembre 2025, proposée par Erwan Le Rumeur, kinésithérapeute à ICA Paris 15. Il s'agit d'une émission d'information et non d'un conseil médical individuel. Cette semaine, notre veille a remonté 57 articles. Voici notre sélection, organisée pour vous donner à la fois les messages clés pour la pratique et les pistes à surveiller dans la littérature. Vous trouverez la liste complète des références en description et dans les commentaires. À la une, d'abord, dans BMJ Open, Chiao et collaborateurs présentent le protocole d'une revue systématique avec méta-analyse en réseau sur les interventions pour la douleur liée à l'endométriose et la fertilité. Il s'agit d'un travail de synthèse méthodologiquement ambitieux qui prévoit de comparer, à partir d'essais randomisés, différentes options thérapeutiques chez les femmes avec endométriose, en regardant simultanément le contrôle de la douleur et les chances de grossesse. L'intérêt d'une méta-analyse en réseau est de pouvoir comparer indirectement des traitements qui n'ont pas toujours été mis face à face dans les essais individuels, ce qui devrait aboutir à un classement plus robuste des stratégies possibles dans les situations de désir de grossesse. Pour nous, cliniciens, la perspective est d'avoir à terme une hiérarchie plus claire entre traitements centrés sur la douleur et traitements compatibles avec un projet de fertilité, au lieu de se baser uniquement sur des essais isolés. Ensuite, dans International Urogynecology Journal, Filson et al. Signe une méta-analyse sur la prévalence de l'incontinence coïtale chez les femmes présentant une incontinence urinaire. Les auteurs compilent les études disponibles pour estimer à quel point les fuites pendant les rapports sont fréquentes dans cette population, et dans quelle mesure ce symptôme est relié aux différents types d'incontinence. Au-delà du chiffre global de prévalence, l'article insiste sur le retentissement sur la sexualité et la qualité de vie, et sur le fait que l'incontinence coïtale est rarement évoquée spontanément par les patientes. Le message implicite est que, si l'on ne pose pas la question de manière systématique, on passe à côté d'un problème très fréquent qui peut peser lourd dans la satisfaction globale vis-à-vis du traitement. Troisième temps à la une, dans Female Pelvic Medicine and Reconstructive Surgery, Anderson et collègues utilisent le cadre CFIR, un cadre de recherche en implantation, pour cartographier les barrières et les leviers à la mise en place d'un entraînement des muscles du plancher pelvien en soins primaires. L'étude s'intéresse aux perceptions des professionnels, aux contraintes d'organisation des consultations et aux facteurs liés aux patientes qui conditionnent la capacité des équipes de première ligne à proposer et maintenir un programme structuré de renforcement périnéal. Même sans entrer dans les détails chiffrés, le papier rappelle que la qualité du PFMT repose autant sur l'organisation du système de soins et la formation des soignants que sur les protocoles d'exercice eux-mêmes, et fournit une base pour concevoir des stratégies d'implantation plus ciblées. Enfin, toujours au premier plan, le Journal of Obstetrics and Gynecology Canada publie le travail de Tremblay et al. Sur les facteurs de risque associés à la persistance de douleurs pelviennes chez des patientes avec endométriose malgré un traitement hormonal. Il s'agit d'identifier, parmi les patientes déjà sous traitement, celles qui ont le plus de chances de rester douloureuses et qui méritent une prise en charge plus rapprochée et multidisciplinaire. L'étude explore notamment des caractéristiques cliniques et contextuelles liées à la douleur et au parcours de soins pour mieux comprendre pourquoi certaines patientes restent en échec partiel alors que d'autres répondent mieux aux traitements hormonaux. Pour la pratique, les points clés à retenir des articles précédents sont les suivants. Chez les patientes douloureuses avec endométriose, le protocole de méta-analyse en réseau de Chiao et al. Dans BMJ Open ne donne pas encore de résultats, mais il annonce une synthèse plus solide des compromis entre contrôle de la douleur et projet de fertilité. Concrètement, cela peut déjà vous amener à préparer des décisions partagées en expliquant aux patientes qu'une hiérarchie plus fine des options thérapeutiques va arriver, et qu'il sera important de revisiter les choix au fur et à mesure que ces données seront publiées. La méta-analyse de Filson et al. Dans International Urogynecology Journal montre que l'incontinence coïtale est fréquente chez les femmes déjà suivies pour incontinence urinaire, et que le retentissement sur la sexualité est majeur. En pratique, cela justifie de poser explicitement la question des fuites pendant les rapports, de documenter ce symptôme dans l'évaluation initiale, et d'intégrer l'objectif d'amélioration de l'incontinence coïtale dans les programmes de PFMT et dans le choix des options chirurgicales ou médicales. L'étude d'implantation d'Anderson et al. Dans Female Pelvic Medicine and Reconstructive Surgery rappelle qu'un programme de renforcement périnéal efficace dépend de plusieurs niveaux. Formation des professionnels, temps disponible en consultation, protocole clair et coordination avec la médecine générale. Pour les kinésithérapeutes, cela plaide pour une collaboration plus étroite avec les médecins de premier recours, partage d'outils d'évaluation simples, fiches d'exercice standardisées, discussion sur la durée minimale des programmes et les indicateurs de suivi pertinents. Du côté des patientes avec endométriose douloureuse, les données de Tremblay et al.
sur les facteurs associés à la persistance de la douleur, combinés aux résultats de Tanaka et al. Dans Journal of Hepatobiliary Pancreatic Science sur le suivi à 5 ans de la dihydrogétérone pour endométriose et dysménorrhée, peuvent aider à repérer les profils à surveiller de près et à adapter tôt la stratégie antalgique. Même sans chiffres précis, ces études convergent vers l'idée que certaines patientes ont besoin d'être orientées rapidement vers une prise en charge multimodale associant kinésithérapie, prise en charge de la douleur, approche psychologique ou éducative plutôt que de prolonger indéfiniment les ajustements hormonaux seuls. À surveiller, plusieurs signaux intéressants, parfois encore exploratoires. Dans Journal of Hepatobiliary Pancreatic Science, Tanaka et collègues rapportent un suivi sur 5 ans de femmes traitées par dihydrogétérone pour endométriose et dysménorrhée. L'enjeu est de disposer de données de tolérance et d'efficacité à long terme pour un progestatif largement utilisé, là où beaucoup d'études se limitent à 1 ou 2 ans. Ce type de suivi prolonge la vision que nous avons du rapport bénéfice-risque et peut peser sur la durée de traitement proposée aux patientes jeunes. Dans International Urogynecology Journal, Garcia et al. Publie un essai randomisé multicentrique, contrôlé par procédure simulée, sur le laser vaginal Erbium pour l'incontinence urinaire d'effort légère à modéré. Le résumé évoque des bénéfices subjectifs modestes, associés à des signaux de sécurité qui invitent à la prudence. Autrement dit, à ce stade, la technique ne peut pas être présentée comme une alternative équivalente aux prises en charge recommandées, et il est probablement raisonnable de la considérer comme option expérimentale. Dans Sexually Transmitted Diseases, Nguyen et al. Évalue l'analyse de la méthylation de l'ADN sur des frottis anaux pour le dépistage du cancer anal chez des personnes vivant avec le VIH. Le principe est d'ajouter à la cytologie et à la colposcopie anale des marqueurs moléculaires susceptibles d'améliorer la détection des lésions à risque. L'étude reste exploratoire mais illustre une tendance de fond vers des stratégies de dépistage plus fines dans des populations à haut risque. En chirurgie colorectale, dans Surgical Endoscopy, Zhang et al. Teste dans un essai randomisé la réinfusion des effluents de stomie après chirurgie conservatrice du sphincter pour cancer rectal moyen ou bas, en s'intéressant au syndrome de résection antérieure basse et au microbiote intestinal. L'idée est de voir si cette RE accent aigu exposition progressive du tube digestif au sel peut limiter la sévérité des troubles fonctionnels après ablation de la stomie, au prix d'un protocole logistique plus complexe. Un bloc imagerie et échographie mérite aussi l'attention. Dans Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Lee et al. Étudièrent la valeur prédictive d'une combinaison échographie du plancher pelvien plus électromyographie de type Glaser pour l'incontinence d'effort du postpartum, tandis que Wang et al. Évaluent une approche échographique multimodale transpérinéale et endovaginale pour la prédiction précoce de l'incontinence d'effort. Ces travaux vont tous dans le sens d'une stratification plus fine des risques dès la période périnatale, pour cibler les femmes qui pourraient bénéficier d'un PFMT précoce. Dans la même revue, Nguyen et al. Décrivent des patrons structuraux périnéaux en échographie 3D endovaginale et leur lien avec l'avulsion du muscle élévateur de l'anus et la taille du hiatus, et Garcia et al. Interroge la pertinence clinique de distinguer les avulsions de type I et de type 2 en échographie transpérinéale. Dans International Journal of Colorectal Disease, Chen et al. Développe un modèle de deep learning de type LGNN-UNET pour la segmentation multilabel du sphincter anal sur IRM chez des patients présentant une fistule anale. L'objectif est de rendre plus reproductible et plus détaillée l'analyse des structures sphinctériennes, ce qui pourrait, à terme, améliorer la planification des gestes de drainage et réduire le risque d'incontinence post-opératoire. Enfin, dans Midwifery, Lopez et al. Propose une revue de portée des outils utilisés pour évaluer la cicatrisation des plaies périnéales et des cicatrices de césarienne en postpartum. Ce panorama des échelles et scores disponibles peut aider les équipes de maternité et de rééducation à choisir des outils adaptés à leur contexte, au lieu de se limiter à une évaluation purement clinique subjective. Bref, dans Diseases of the Colon and Rectum, Bianchi et al., au nom de la Société italienne de chirurgie colorectale, publie des recommandations pratiques pour l'évaluation et la prise en charge du prurit anal. Le texte propose une démarche structurée pour rechercher les causes locales et générales, optimiser l'hygiène, ajuster les traitements topiques et systématiques et savoir quand adresser à un spécialiste. Dans International Journal of Colorectal Disease, Khan et collègues signent une revue pratique et fondée sur l'épreuve des pathologies anorectales bénignes courantes, incluant hémorroïdes, fissures anales, dysynergie de défécation et incontinence fécale. L'intérêt est de rassembler, dans un même article, les stratégies de prise en charge graduées, des mesures hygiéno-diététiques jusqu'aux procédures interventionnelles, ce qui en fait une ressource utile pour les équipes de pelvipérinéologie qui travaillent en interface avec les chirurgiens.
Enfin, dans BJOG, Olson et al. Analyse les tendances temporelles des récidives de déchirures sphinctériennes obstétricales dans une large cohorte nationale de 297 190 femmes en Norvège, suivies sur plus de 2 décennies. L'étude permet de suivre l'évolution des taux de récidive d'une grossesse à l'autre et de les relier aux changements de pratiques obstétricales, aux stratégies de prévention des OASI et aux politiques nationales. Pour les équipes de rééducation et de suivi du postpartum, ce type de travail rappelle l'importance de la prévention primaire et secondaire des traumatismes sphinctériens et du repérage des femmes à haut risque avant un nouvel accouchement. Insolite, dans Neurourology and Urodynamics, Garcia et al. S'intéresse à l'incontinence urinaire d'effort pendant l'enfance chez des athlètes pratiquant des sports à fort impact et à son lien avec le risque ultérieur d'incontinence d'effort à l'âge adulte. L'idée est que des contraintes mécaniques répétées sur un plancher pelvien encore en développement pourraient laisser une empreinte fonctionnelle à long terme. Même sans chiffres précis, ce travail invite à interroger plus finement l'histoire sportive des patientes, à intégrer le périnée des adolescentes sportives dans les programmes de prévention et, peut-être, à réfléchir à des stratégies de protection ou d'entraînement spécifiques dans certains sports. Dans European Geriatric Medicine, Muller et al. Étudie la prévalence de l'incontinence urinaire fonctionnelle chez des femmes âgées et son association avec les paramètres d'une évaluation gériatrique globale. L'article montre que, au-delà du plancher pelvien lui-même, des facteurs comme la mobilité, les fonctions cognitives et l'environnement domestique déterminent fortement la capacité à atteindre les toilettes à temps. Cela rappelle que, chez les patientes très âgées, la prise en charge des troubles pelviens doit s'inscrire dans une approche gériatrique globale, en travaillant autant sur l'autonomie et l'aménagement de l'environnement que sur les muscles périnéaux. En conclusion, cet ensemble d'articles illustre la montée en puissance des données sur la douleur endométriosique, l'incontinence et les troubles anorecto-bénins, mais aussi la nécessité de les relier à la réalité de la mise en œuvre en soins primaires, en gériatrie ou en médecine du sport. On voit également l'émergence d'outils d'imagerie de plus en plus sophistiqués, de la 3D endovaginale au deep learning sur IRM, et de nouvelles pistes thérapeutiques ou technologiques, du laser vaginal à la modulation des effluents de stomie, qui restent à positionner clairement dans les algorithmes de prise en charge. Pour le clinicien, le message est double. Rester ancré sur les fondamentaux, PFMT bien structuré, éducation, coordination entre acteurs, tout en gardant un œil critique sur les innovations et les signaux faibles issus des études exploratoires. Vérifiez toujours les détails méthodologiques, les résultats chiffrés et les recommandations actualisées dans les articles originaux et dans les guides de pratique avant de modifier vos prises en charge. Retrouvez la liste complète des références en description et dans les commentaires, et à la semaine prochaine pour une nouvelle veille pelvipérinéologique. Bonus. 2 travaux méritent un focus particulier sur la dyspareunie et la vestibulodynie provoquée. Dans The Journal of Pain, Rock et al. Rapporte un essai randomisé contrôlé de dry needling chez des femmes présentant une vestibulodynie provoquée. L'objectif était de tester la faisabilité, l'acceptabilité et les effets sur la douleur. Les résultats montrent une diminution significative de l'intensité douloureuse dans le groupe dry needling, avec une intervention jugée globalement acceptable par les patientes. Pour les équipes douleur et périnéologie, cela renforce l'idée que le ciblage des points myofasciaux et de la composante musculaire périnéale peut trouver sa place dans des programmes multimodaux, à condition de respecter des protocoles standardisés, une information claire des patientes et une formation spécifique des praticiens. Dans Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics, Cavalcanti et al. Signe une revue systématique des protocoles de rééducation périnéale proposés chez les femmes présentant une dyspareunie. Le constat est assez sévère, exercices mal décrits, grande hétérogénéité des programmes, et informations incomplètes sur fréquence, intensité, durée, progression et supervision. Cette pauvreté de description limite fortement la transposabilité en pratique et empêche de dégager des recommandations précises. Message important pour la recherche et la clinique, les futures études PFMT sur la dyspareunie devront documenter de façon détaillée leurs protocoles si l'on veut pouvoir les reproduire, les comparer et les intégrer dans des guides de pratique. En attendant, les cliniciens doivent surtout s'appuyer sur les grands principes de PFMT, la logique d'exposition graduée à la douleur, l'éducation et leur expertise clinique, en documentant soigneusement leurs propres protocoles.